Pancréatite chronique, donc comme je vous l'ai dit, hein, on voit très souvent le diagnostic de pancréatite chronique qui se fait chez un patient qui a plusieurs épisodes de pancréatite aiguë et qui morphologiquement va avoir une glande atrophique, siège de calcification un peu étendu dans tout le pancréas. Le patient qui a une pancréatite chronique, au début, va avoir les mêmes, quand il va avoir des douleurs pancréatiques, il va avoir les mêmes types de douleurs que s'il n'avait pas de pancréatite chronique. Et puis plus la maladie va évoluer, plus la glande va évoluer et moins il sera symptomatique et moins il se plaindra de douleurs abdominales s'il fait des petites poussées de pancréatite. Mais la douleur reste tout de même le signe principal et il faut pas, c'est pas parce que le patient n'a pas mal que il est pas en train de, enfin c'est pas parce que le patient a une petite douleur qu'il n'est pas en train de faire une poussée sévère. Ils peuvent quand même faire des poussées sévères. Voilà, comme je vous le disais, ça a une tendance à s'estomper avec le temps et on a une disparition des douleurs après 15 à 20 ans d'évolution d'une pancréatite chronique. C'est pas parce qu'on a une pancréatite chronique, comme je vous le disais, qu'on peut pas faire de poussée de pancréatite aiguë. Très généralement, avec l'évolution de la pancréatite chronique, on va avoir un diabète qui s'installe. C'est dans plus de 50% des cas, après 10 ans, voire plus après 15 ans, on a un diabète qui s'installe. Comme on l'a dit tout à l'heure, dès qu'il persiste moins de 10% de l'activité exocrine du pancréas, on va avoir des troubles digestifs qui se mettent en place avec la stéatorée, l'amaigrissement et la malabsorption due à une maldigestion. C'est pas que les intestins fonctionnent mal et n'arrivent pas à faire leur rôle, c'est juste que les aliments ne sont pas mis dans de bonnes conditions. Il n'y a pas assez de sucre pancréatique pour détruire les aliments pour qu'ils soient absorbés dans de bonnes conditions. Donc on parle d'une maldigestion et pas d'une malabsorption. C'est différent. Un patient qui a une pancréatite chronique peut tout à fait développer des nodules de pancréatite chronique, comme je vous le disais, qui peuvent venir comprimer la voie biliaire principale, donc il peut y avoir un ictère qui s'installe. Et une pancréatite chronique aussi est très à risque de développer une tumeur du pancréas. Donc pour ces raisons aussi, on peut avoir un ictère qui s'installe. On a vu aussi que la veine splénique était au contact, enfin le pancréas au contact du système mésentérique, donc le système veineux du tube digestif, et qu'il peut entraîner une inflammation locale, voire des thromboses, et être responsable d'hypertension portale segmentaire. Et cette hypertension portale segmentaire peut être responsable d'hémorragie par, vous allez voir plus tard, les varices. Je ne sais pas si vous avez vu les varices œsophagiennes dans l'hypertension portale chez le cirrhotique, je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est un peu le même principe, c'est une hypertension portale segmentaire, donc un défaut d'écoulement du flux veineux par le système porte, donc un retentissement et une réouverture de vaisseaux veineux qui n'existaient pas auparavant, notamment une dilatation des varices œsophagiennes. Et ces varices œsophagiennes, quand elles atteignent un certain stade, elles peuvent se rompre et ça peut être des hémorragies digestives cataclysmiques. Donc ça, c'est une des premières choses. Et une des deuxièmes choses, on peut avoir des virsungoragies, c'est-à-dire qu'on va saigner dans le virsung, pour des raisons X ou Y dans le cas de la pancréatite chronique. Il va y avoir un saignement qui sera identifié par la papille. Voilà, et toujours pareil par l'hypertension portale segmentaire, on peut avoir une acide qui se développe et cet acide, si jamais il y a une rupture de virsung, parce que ça peut arriver aussi quand le pancréas est très malade et qu'il y a des phénomènes d'hyperpression dans les canaux, cette pression elle peut lâcher à un endroit, on peut avoir une rupture du virsung dans rétropéritonéal ou en péritonéal, et dans ce cas-là, on a une acide riche en lipase qui se met en place. Le diagnostic de rupture du virsung sur une acide, il se fait sur le dosage de la lipase dans le liquide d'acide. Bon, ça c'est assez compliqué, vous le verrez plus tard, mais ça peut exister. Les étiologies principales, l'alcool, c'est vraiment chez les patients éthyliques chroniques, ils peuvent tout à fait développer des pancréatites chroniques calcifiantes. Et c'est un problème parce qu'ils touchent le pancréas. Enfin, il y a énormément de complications liées à l'alcool, mais si en plus des problèmes pancréatiques, ils ont les problèmes hépatiques, ça commence à devenir compliqué pour eux. Après, il y a des pathologies héréditaires, comme je l'ai dit, les pathologies génétiques, les patients qui ont une mucoviscidose, des mutations de SPINK1, ce genre de choses, ça peut entraîner des pancréatites chroniques calcifiantes. Bien sûr, il y a des pancréatites où on ne connaît pas le chronique calcifiante, on ne connaît pas l'origine, c'est pas lié à l'alcool, c'est pas héréditaire, on n'a pas mis en évidence d'affection chronique responsable de l'inflammation chronique du pancréas, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut arriver. Voilà. Bon, les hypercalcémies, les pancréatites auto-immunes, comme il y a une irritation chronique du pancréas par ces affections, ça entraîne une pancréatite chronique au décours.